Guillaume Larrivé, député de Lyon, merci, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité et candidat aussi, surtout à la présidence des Républicains. Le débat a commencé déjà avec Françoise Degois pendant le générique. Mais pourquoi vous êtes quelqu'un de bien, de beau, d'apprêté, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec Greta Thunberg? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Gourou de l'apocalypse. Le vrai sujet, c'est pas Greta Thunberg. Le vrai sujet, c'est, je pense, la responsabilité des hommes et des femmes engagés dans la vie publique, c'est de ne pas être dans l'incantation, mais d'être dans l'action. On partage tous le constat. On sait que le défi du changement climatique est non seulement devant nous, mais pour aujourd'hui, voilà. Le vrai sujet, c'est de faire des propositions et de prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique. Concrètement, par exemple, ce matin, dans le journal Les Échos, je fais une proposition qui est très novatrice. Je propose qu'on injecte 18 milliards d'euros dans ce que j'appelle le super amortissement vert. Ça peut paraître comme ça un peu technique, mais concrètement, ça serait une baisse d'impôts sur les sociétés pour les entreprises qui investissent dans des technologies, dans des processus de production qui sont responsables écologiquement. Ça serait une mesure beaucoup plus puissante, beaucoup plus volontariste, beaucoup plus écologique qu'un ou deux discours de Madame Thunberg. Ce qui vous gêne surtout, c'est que derrière des réalités qui sont même pas à nos portes, on est dedans de toute façon, il y a urgence. On reste dans l'affichage, on reste dans les grands discours, avec notamment cette venue de cette jeune fille à l'Assemblée. Mais encore une fois, que telle ou telle personne vienne dans une salle de réunion de l'Assemblée, c'est presque anecdotique en réalité. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que le débat public ne doit pas se concentrer sur une seule personne qui a une force symbolique et qui par ailleurs dit parfois beaucoup de sottises, pardon de le dire, mais lorsque j'entends une personne d'âge scolaire qui dit qu'il faut ne plus aller à l'école, refuser d'apprendre, refuser la connaissance, refuser le progrès scientifique, je trouve ça extrêmement gênant. Mais mon point, c'est pas de commenter la venue de telle ou telle personne, même si c'est médiatique. Mon point, c'est que nous devons, nous, les hommes et les femmes politiques, prendre des décisions. Je vous ai cité une proposition que je fais. Je voudrais évoquer un deuxième point. Elisabeth Borne, pardon, je crois que c'est... Elisabeth Borne, ministre de l'écologie aujourd'hui, était la numéro 2 du ministère de l'écologie il y a quelques années, lorsque Madame Royal était ministre de l'écologie, à un moment où le gouvernement a décidé de supprimer ce qu'on avait appelé l'écotaxe. Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Borloo, NKM, il y a 10 ans, avaient proposé, fait voter au Parlement quelque chose de très puissant qui faisait que les camions étrangers qui sont sur les routes nationales, en Bourgogne et ailleurs en France... Ça a valu les bonnets rouges, vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Mais par exemple, ça, c'était une mesure très volontariste qui avait été prise il y a 10 ans. Je regrette que Madame Borne, Monsieur Hollande, Madame Royal aient supprimé cela il y a quelques années. On a pris du retard. Je suis conscient de cela. Vous êtes pour le retour? J'ai fait une autre proposition, Guillaume la création de ce suramortissement vert qui se permettrait, c'est très puissant, c'est très novateur, c'est tout à fait nouveau, à des entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies écologiquement responsables, de bénéficier de cette incitation fiscale très puissante. Guillaume Larrivé, 2 questions en une, puisque vous répondez du coup en rafale. La première, c'est il y a quand même une vérité sur Greta Thunberg, c'est qu'elle a une capacité d'entraînement, une capacité d'influence de cette jeunesse que ni vous d'ailleurs, ni la gauche n'arrive plus à influencer pour se dresser sur l'écologie. Donc votre constat est d'autant... Laissez-moi finir ma question. Votre constat est d'autant plus terrible que ça vient justement de vous, qui n'êtes pas un habitué de ces phrases à l'emporte-pièce, à la limite presque de la goujaterie sur cette jeune fille qui a une fonction d'influenceur très importante. Deuxième chose, est-ce qu'au fond Greta Thunberg ne met pas en lumière, son arrivée ne met pas en lumière la faiblesse du programme des Républicains et du Rassemblement National aussi, qui est à peu près aussi dur que vous sur la venue de cette jeune fille, sur la question écologique? Est-ce que c'est pas ça au fond le problème? Voilà. Et pour compléter, est-ce que la responsabilité des décideurs, dont vous vous targuez il y a quelques instants justement, c'est de ne pas avoir écouté les scientifiques plutôt que mademoiselle Thunberg? Alors, plusieurs réponses. D'abord, je vous ferai remarquer que je n'ai jamais été au pouvoir. Non, mais ce n'est pas un détail. Première remarque. C'est vrai. Mais ce n'était pas un détail. Bon. Deuxième remarque, ma génération de responsables républicains fait au moins 2 propositions très novatrices et très puissantes. Ça vous a déjà échappé parce que chaque clou chasse l'autre, mais il se trouve qu'il y a quelques semaines, nous avons proposé la création d'une barrière écologique pour que les 500 millions d'Européens n'importent plus
de produits Alors, le CETA, produits vous le voterez ce soir ou par pas des Alors, par pays exemple, qui ne respectent pas la trajectoire climatique. Je vais essayer de faire 2 phrases parce que Bien parfois sûr, c'est bien mieux sûr, pour le bien sûr, raisonnement. Bien sûr, pardonnez-moi, Donc, bien sûr. une barrière écologique à l'entrée de l'Union européenne. Et il faut en tirer les conséquences. J'ai appelé, avec 54 députés, j'ai pris cette initiative il y a 15 jours, le gouvernement à ne pas s'engager dans la ratification du Mercosur, parce que le traité UE-Mercosur, je l'ai qualifié moi-même d'erreur économique et d'horreur écologique. Cet après-midi, contrairement aux députés macronistes, je ne voterai pas l'accord avec le CETA, parce qu'il comporte un certain nombre d'avantages, mais il comporte aussi d'immenses inconvénients, notamment au plan écologique et au plan sanitaire. Donc nous sommes parfaitement cohérents. Oui au commerce international, non à la destruction de la planète, et donc il faut une barrière écologique. Et puis par ailleurs, cette proposition très novatrice que je fais ce matin en matière fiscale, c'est quelque chose de concret. Oui, pour lutter contre le changement climatique, on a besoin d'un vrai effort collectif des citoyens, des entreprises, éclairé par des connaissances scientifiques. Vous lui reconnaissez au moins sa capacité à entraîner la jeunesse. Madame de Gois, oui. Je suis tout à fait évidemment favorable à ce qu'on écoute les jeunes, mais aussi les anciens, enfin toutes les générations. Voilà. Mon problème avec cette personne, Madame Thunberg, c'est qu'elle refuse d'aller à l'école. Je trouve que ce message qui consiste à dire on fait la grève de l'école, on fait la grève de l'apprentissage, on fait la grève de la science, on fait la grève de la connaissance, parce qu'au fond c'est l'apocalypse qui est à nos portes, ça je ne peux pas l'approuver. Moi je suis pour le progrès scientifique, vous regrettez pour la connaissance rationnelle, et j'assume totalement cette position que je porte naturellement. Donc vous regrettez pas vos propos disgracieux? Mais pardon, mais non, je n'ai pas l'intention de m'excuser lorsque, de manière tout à fait sereine et polie, je considère en effet que notre responsabilité, ça n'est pas de se soumettre à des gourous apocalyptiques, mais c'est au contraire de prendre des décisions éclairées par des connaissances scientifiques. Guillaume Larrivé, on va changer de sujet. Ça touche toujours l'Assemblée nationale, bien évidemment. On a quelque chose à vous faire écouter. Et je voudrais votre avis, et plus que ça après. C'est parti. Je pense qu'il pourra, je ne vous dis pas demain matin, mais qu'a priori, il pourra effectivement revenir au gouvernement si c'est le choix du président de la République. C'est pas moi qui compose les gouvernements. Tout ça, c'est les choix du président de la République et du Premier ministre qui propose. C'est pas mes choix et c'est pas moi qui en décide. Charles de Courson sur notre antenne doutait, plus que doutait d'ailleurs, des travaux de ces deux enquêtes sur François de Rugy, en disant que juger parti, c'était compliqué pour donner une part de vérité sur ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas tomber là-dedans. Je trouve que ce n'est pas au niveau du débat public. Voilà. Je ne suis pas contrôleur des travaux finis, je n'ai pas d'avis, je ne suis pas allé vérifier moi-même si la poignée de porte a été changée. Enfin, ce n'est pas mon sujet, pardon. De même que la composition du gouvernement de M. Macron, ce n'est pas mon sujet. Madame Borne, qui est quelqu'un de tout à fait respectable et de sérieux, la pauvre, elle était en brasse coulée tout à l'heure. Elle vient d'être nommée ministre de l'écologie et elle dit que peut-être celui qu'elle a remplacé va revenir pour la remplacer. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Non, franchement, ce n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qui est sérieux? C'est le fait qu'un ministre démissionne, qu'il ait des comptes à rendre, qu'ils se disent aujourd'hui, et on aura le résultat à midi de ces deux enquêtes, victimes d'un complot ou d'acharnement? Enfin, pardon, mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je trouve que la vie publique est tirée vers le bas par ces espèces de polémiques permanentes. Voilà, il y a eu un problème. Monsieur de Rugy a quitté le gouvernement. S'il souhaite continuer à s'expliquer, qu'il le fasse. Mais moi, je suis député, élu par les Français pour entrer dans les sujets, proposer des solutions. Je suis candidat à la présidence des Républicains pour tracer un chemin d'avenir pour la France. Je ne suis pas là pour commenter la micro-polémique. Justement, voilà. Puisque vous êtes pas venu pour ça ce matin. Voilà. Aujourd'hui, ce chemin pour la présidence d'un grand parti, il y a aussi un aspect moral. Vous pouvez avoir un avis sur ce qu'est aujourd'hui le métier de politique, parce que c'en est un. Quelle trace ça va laisser? C'est ça qui est intéressant, parce que pour les Français, ils le pensent aussi. Je ne sais pas. Moi, il se trouve que j'ai été élu 2 fois député au suffrage universel. Peut-être qu'un jour je serai battu, peut-être qu'un jour je ne serai plus candidat. Enfin, tout ça, je veux dire, on exerce des mandats. Vous être président, devant, effectivement. On exerce des mandats devant les Français. Je des Républicains. Il ne s'agit pas de tomber, encore une fois, dans les polémiques moralisatrices. Il ne s'agit pas non plus d'aller faire les fonds de poubelle. Je pense que la vie publique française a besoin de perspectives. Voilà, moi, ce qui m'intéresse. Quoi, vos électeurs, alors, sur le terrain, quand vous les voyez le week-end, puisque vous êtes en campagne? Ça va laisser des traces, cette affaire de Rugy. Le week-end ou en semaine, enfin bref. Ce qu'attendent les Français des décideurs publics, c'est que nous prenions des décisions qui permettent d'apporter des solutions aux Français. Moi, je suis plus
intéressés par exemple, les propositions que je viens de faire en termes de fiscalité pour améliorer la trajectoire écologique de la France. Je faisais, par exemple, ce matin aussi une interview où je parle du système des retraites des Français. Ça m'intéresse 1000 fois plus que de savoir si Monsieur de Rugy a eu raison ou pas de manger des crevettes ou autre chose lors d'un dîner. Mais je trouve vraiment que le débat public, et nous en sommes les acteurs, vous comme nous, les éditorialistes et les hommes et les femmes publics, je trouve qu'on a intérêt à un peu lever le niveau, parce qu'autrement, on tombe dans des débats qui n'intéressent, je crois, personne. Allez-y, Guillaume Larrivé, d'accord, j'entends ce que vous dites et je pense que tous les dossiers sont très importants, l'écologie, comment on fait, les investissements, etc. Vous avez absolument raison. N'empêche que l'affaire de Rugy, elle dit autre chose. Elle dit cette soif de transparence. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'on est entré dans une tyrannie de la transparence, ou bien est-ce que vous êtes partie de ceux qui disent c'est absolument normal et puis de toute façon on va être obligé d'aller vers encore plus de transparence? C'est ça qu'elle dit, l'affaire de Rugy, au-delà des homards, au-delà de la démission ou pas. Elle dit cette soif de moralisation qui est réelle dans l'opinion. Vous ne pouvez pas vous en extraire, vous en exclure. Alors vous êtes de la catégorie des gens qui disent stop à la tyrannie de la transparence, ou de ceux qui disent c'est très bien, il faut aller plus loin? Moi, je suis favorable à ce que l'action politique soit efficace et qu'elle respecte naturellement un certain nombre de règles, mais j'aimerais vraiment beaucoup que le débat public retrouve une certaine capacité à tirer notre pays vers le haut. Je trouve que la vie politique française s'est considérablement dégradée ces dernières années et il me semble que nous ne sommes pas obligés d'être les complices de cette dégradation permanente. Est-ce que la faiblesse de certains partis politiques, le vôtre aussi, peut être une explication justement? Pourquoi reprendre les Républicains? Quel est ce souffle? Je vous sens plein d'énergie, plein d'idées. Pourquoi vous? Je pense que les Républicains, aujourd'hui, sont trop souvent regardés par beaucoup de Français comme un parti d'hier. Et je pense que tout le défi, c'est de transformer les Républicains et de créer, à partir des Républicains, un grand mouvement. À partir de tous les Républicains? À partir des Républicains, il faut créer un grand mouvement capable de gouverner notre pays après Emmanuel Macron. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que moi, en ce moment, je m'intéresse au fond. C'est pour ça que je fais des propositions en matière de fiscalité. C'est pour ça que dans Valeurs Actuelles aussi, la semaine dernière, j'ai proposé tout un plan de réduction des flux migratoires extrêmement novateur, avec des mesures nouvelles au plan constitutionnel, au plan international, au plan opérationnel. Je pense qu'il faut que les Républicains soient au fond une boîte à idées ouverte sur le monde, sur l'Europe, qui apporte des solutions. On vous laissera faire chez les Républicains. Écoutez, en tout cas, de manière extrêmement libre, je n'ai de compte à rendre à personne d'autre qu'aux électeurs, qu'aux Français, qu'aux militants, qu'aux adhérents. Je ne suis pas dans les petits jeux d'appareil. J'agis en homme libre et je veux tracer un chemin. Peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que j'y arriverai, mais en tout cas, ma responsabilité, en liberté, c'est de faire des propositions. Ça me paraît vraiment vital pour notre pays. En tout cas, vous semblez en avoir les convictions. Ces 18 milliards dont vous voulez faire profiter les entreprises qui investiraient dans le green, vous les trouvez où, Guillaume Larrivé? Alors, vous n'avez pas lu mon papier des Échos, mais vous allez le faire, tant mieux. Ce que je propose... Je l'ai lu, mais je connais la réponse, mais je vous la pose pour tous les téléspectateurs de LCI qui n'ont pas lu les Échos ce matin. Entendu. Non, ce que je propose, c'est de rompre avec le système du RSA. Aujourd'hui, le RSA, c'est 55 milliards d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans, oui. C'est 11 milliards par an. Oui. À certains égards, une trappe à inactivité. Ce que je propose, c'est très rapidement de le redéployer en 3 tiers. Un tiers pour une allocation de solidarité nationale qui serait versée aux Français d'âge actif qui ne peuvent pas travailler. Un tiers qui serait affecté de manière généreuse, et on doit le faire, à des personnes en situation de handicap et à des retraités qui aujourd'hui sont en dessous du seuil de pauvreté, ça fait aussi 18 milliards d'euros. Et le 3e tiers, 18 milliards d'euros, serait consacré à une baisse des impôts qui pèsent aujourd'hui sur les investissements des entreprises qui investissent dans l'innovation de manière écologiquement responsable. C'est très novateur, ça serait une rupture par rapport au système actuel, mais je la crois nécessaire. Il faut revoir le RSA, ça ne marche plus à vos yeux? Je pense que ça ne marche pas du tout, parce que c'est ce qu'on appelle Qu'est-ce qui ne marche pas, le RSA activité ou le RSA socle? Je pense que globalement, le système du RSA, dans ses 2 composantes, est devenu une trappe à inactivité. En tout cas, c'est certain pour le RSA socle. C'est pour ça que je veux le concentrer dans ce que j'appellerais l'ASN, allocation de solidarité nationale, sur les Français qui ne peuvent réellement pas travailler. Juste un exemple très concret, dans mon département de Lyon. Dans mon département de Lyon, vous avez 14 000 demandeurs d'emploi, mais en revanche, les viticulteurs de Saint-Brie, d'Irancy, de Chablis ne trouvent pas
de demandeurs d'emploi de Lyon pour aller faire les vendanges à la fin de l'été. Ça prouve bien quand même qu'on a un petit problème d'incitation. On a un problème de conditions de travail aussi sans doute, mais on a aussi un problème d'incitation. Et je voudrais faire au fond ce que Tony Blair a fait autrefois, passer du welfare au workfare, de l'État-providence statique, c'est-à-dire de la trappe en activité, à un système beaucoup plus incitatif pour que ceux qui veulent travailler travaillent réellement. Vous vous présentez comme national-libéral. C'est quoi un national-libéral ? Oh, ça serait assez long de l'expliquer, mais en deux mots, je suis pour relever l'État-nation. Je trouve que la nation, c'est pas nationaliste. La nation, c'est une belle idée. On est une nation, on n'est pas une juxtaposition d'individus. On est une nation. Et je suis aussi pour que les Républicains soient le parti de la liberté. Je suis pas devenu socialiste. Moi, je suis pour qu'on encourage tous ceux qui veulent travailler, innover, progresser, avancer. Et en cela, effectivement, je pense que les Républicains doivent être à la fois le mouvement de la nation et le mouvement de la liberté, c'est-à-dire le parti de la France. Guillaume Larrivé, il nous reste moins d'une minute. 2 petites questions, réponse courte. Les Républicains doivent s'affranchir d'Emmanuel Macron. C'est fini la porosité, selon vous, avec vous en tout cas? La porosité, en ce qui me concerne, elle n'est pas visible à l'œil nu. J'ai pas dit en ce qui vous concerne. Voilà. J'ai dit certains non, mais Républicains. vis-à-vis d'Emmanuel Macron, les choses sont très simples. Pour que les électeurs puissent savoir où ils vont. Nous sommes des députés libres, dans une opposition libre, raisonnable. Lorsqu'il fait un truc bien, on ne va pas dire que c'est mal, mais lorsqu'il fait un truc mal, on ne va pas dire que c'est bien. C'est tout. Il suffit d'être avec un petit peu de bon sens. Nous ne sommes pas les supplétifs du macronisme. Nous ne sommes pas non plus les supplétifs du lepénisme. Nous devons tracer notre propre chemin. Nous devons présenter nos propres solutions pour les Français. Et puis on verra si on arrive à convaincre ou pas une majorité de Français. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête pour parler de manière un tout petit peu familière. Il suffit d'être ce que nous sommes, de proposer nos solutions et de ne pas être en permanence en train de regarder à droite ou à gauche. Il suffit de tracer notre propre chemin. Pas morte pour 2022. Le candidat de la droite, ça ne sera pas Emmanuel Macron, si je vous écoute. Emmanuel Macron sera probablement son propre candidat et c'est à nous, les Républicains, de nous transformer pour montrer qu'on a un chemin de l'après-Macron. C'est ça que j'essaie de faire avec mon équipe et avec d'autres. Guillaume Larrivé, dernière question. Est-ce que le futur président des Républicains peut s'affranchir de Nicolas Sarkozy, enfin ? Mais Nicolas Sarkozy, vous savez, j'ai eu la grande chance, ça a été un immense privilège d'être un de ses jeunes conseillers il y a une dizaine d'années. Il m'a donné une belle leçon de vie, une leçon de liberté, une leçon de politique. Voilà, et je suis heureux d'être à la fois, je crois, dans le sillage de ce qu'il a construit et puis aussi de construire mon propre chemin désormais. On s'est vu il y a une quinzaine de jours, c'était un moment à la fois très, très sympa, je dois le dire, mais très, très porteur aussi d'avenir. Et je peux dire qu'il m'a plutôt encouragé dans ma démarche de liberté et de construction d'un nouveau mouvement à partir des Républicains pour construire l'après-Macron. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé, d'avoir été notre invité. Le journal dans un instant.